Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. C'est une décision surprise qui fait du bien. Les banques centrales se sont entendues pour faciliter l'accès à l'argent liquide des banques privées en Europe. Bonne nouvelle pour toutes ces institutions au bord de la crise du crédit et aussi pour les marchés au bord de la crise de nerfs qui souffle ce soir. Mais la zone euro, elle, n'est pas toujours guérie. En déplacement à Bruxelles, François Hollande cherche un autre chemin pour l'Europe que celui offert par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Le candidat socialiste à la présidentielle cherche aussi à asseoir son standing à l'international. Les caméras de Public Sénat l'ont suivi. Reportage dans ce journal de Fabrice Cunet. Et puis les critiques se concentrent sur Claude Guéant, agent électoral, rabatteur de voix, l'homme des basses œuvres ou encore le ministre du Front National. C'est un feu nourri de la gauche sur le ministre de l'Intérieur qui ne s'en plaint pas et invite ainsi au président de la République d'être en première ligne. Mais sur le fond, immigration, délinquance, que proposent réellement droite et gauche? C'est le débat du 22h ce soir. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Fini la période d'observation. Après les élections du 25 septembre dernier, la droite sénatoriale aujourd'hui, dans l'opposition, durcit le ton. Lors d'une conférence de presse, elle a porté le fer contre l'attitude du Sénat de gauche et insisté sur le report des États généraux des collectivités locales, report déjà acté par le président du Sénat qui cherche à calmer le jeu. Sandra Cerquera. Oh, mais ils sont là de bon matin. Bonjour, Monsieur le Président. Voici venu le temps de la riposte. Ce matin, la droite sénatoriale a voulu faire entendre sa voix, celle de l'opposition. Un petit déjeuner avec la presse pour critiquer l'attitude de la gauche au Sénat et son contre-budget qui supprime la loi TEPA et les heures supplémentaires défiscalisées, l'emblème du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Nous observons chez nos collègues du Parti socialiste que, d'une certaine manière, ils s'y croient déjà. Nous avons ici des socialistes irresponsables. On assiste à une espèce de déferlante idéologique qui n'a pas grand-chose à voir avec les réalités. Et coïncidence ou pas, ce changement de ton intervient le jour même où Jean-Pierre Bel annonce le report à l'automne des États généraux des collectivités. La droite n'est pas contre, mais a refusé d'y participer. Nous entrons en campagne électorale, ce n'est pas le moment d'aller faire des tournées en province. Un revers pour la majorité qui redonne le sourire à la droite. Un tel clivage politique est inhabituel au Sénat. Mais avec l'alternance, c'est aussi entre ces murs que se jouera la campagne de 2012. Et puis elles sont tombées d'accord. Les banques centrales pour aider les banques privées dans la crise. Une action concertée pour permettre à ces banques en Europe d'obtenir plus facilement des liquidités. Alors pour les marchés, c'est un peu Noël avant l'heure puisque les bourses retrouvent le moral ce soir. Wall Street finit d'ailleurs euphorique. C'est donc un véritable bol d'air frais. Mais beaucoup s'inquiètent de cette décision surprise qui témoigne pour certains de graves difficultés qu'éprouvent les banques à se refinancer. Dans l'actualité également, c'est l'une des étapes de la contre-offensive qu'il mène après un coup de mou dans les sondages. François Hollande a passé la journée à Bruxelles où il a rencontré les autorités européennes. Le candidat socialiste cherche un autre chemin pour l'Europe que celui offert par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Nos caméras l'ont suivi. C'est un reportage de Fabrice Cunet. À Bruxelles, François Hollande se s'est attendu. Discret alors que les sommets européens se succèdent, le candidat socialiste veut reprendre la main avec une ligne de conduite, l'exact contre-pied de la politique menée par Nicolas Sarkozy. Pas question, par exemple, de réviser les traités dans l'immédiat. Ça prendra du temps. Il faudra même une convention. Puis après la ratification. Et vous pensez que pendant cette période-là, les marchés se suspendent? Attendent en disant, oui voilà, il y a l'annonce d'un traité, nous ne faisons plus rien. Nous sommes satisfaits. Mais qui peut le croire? Son idée, un pacte de responsabilité, maîtrise des finances publiques, mutualisation d'une grande partie de la dette et intervention de la Banque centrale européenne. Clairement, il a défini une alternative qui est à la fois très pro-européenne, mais fondée sur un volontarisme européen et non pas sur un suivisme des positions des conservateurs allemands. François Hollande enchaîne les rendez-vous.
Barnier, Ashton ou Elio Di Rupo, le futur chef du gouvernement belge. Il y a un parcours d'obstacles, hein, vous savez, c'est long d'y arriver. L'obstacle pour lui, c'est l'Allemagne, trop dirigiste à son goût. Un message qu'il a longuement fait passer à José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne. Moi, je ferai en sorte, dans les mois qui viennent, en campagne et après la campagne, si les Français me donnent leur confiance, d'avoir un rapport équilibré avec l'Allemagne, de dire quelle est la position de la France et de ne pas avoir de règles qui soient contraires à nos principes. Pour lui, par exemple, la Cour de justice européenne n'a pas à avoir de droit de regard sur le budget de la France. Un discours de fermeté donc, mais au moment de partir, certains y verront un symbole, la berline du candidat socialiste est allemande. Et c'est la deuxième étape de la contre-offensive du camp Hollande qui accuse aujourd'hui Nicolas Sarkozy de faire campagne aux frais de l'État. Et les différents déplacements du président de la République donnent lieu à des actes de propagande, selon les socialistes qui saisissent ce soir la Commission nationale des comptes de campagne sur ce sujet. Place à présent à l'éclairage du 22h. Dans un contexte difficile de crise économique, tous les dirigeants cherchent à montrer un chemin ou du moins leur vision pour une sortie de crise et aussi pour leur survie politique. De Berlin en passant par Madrid, Athènes ou Paris, nous allons voir ce soir quelles sont les conséquences de cette grave crise sur l'image, bien sûr, mais aussi sur l'action des politiques avec nos invités ce soir. Éric Bonnet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, directeur des études BVA Opinion et notre chroniqueur Jean-Louis Houmbaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors nous allons d'abord parler de ce récent sondage, d'ailleurs BVA, dans lequel on découvre, on va le voir sur l'écran, que 47% des sondés ne souhaitent ni la victoire de François Hollande, ni celle de Nicolas Sarkozy. 47%, c'est un chiffre important. Est-ce qu'il va bénéficier à un troisième homme, à une troisième femme ? Oui, ça montre que déjà, lorsqu'on demande aux gens de choisir entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, il y en a presque la moitié qui choisissent l'un ou l'autre, mais par défaut. Et ça veut dire effectivement qu'à côté de François Hollande et de Nicolas Sarkozy, il y a tout un espace politique disponible. Aujourd'hui, cet espace politique, il est en partie occupé par Marine Le Pen, mais on peut imaginer qu'il y a des petits candidats aujourd'hui qui, à l'avenir, dans les semaines et dans les mois qui viennent, vont venir occuper cet espace. Vous savez, très souvent, quand on regarde les élections passées, on se rend compte que 5 mois avant l'élection, les intentions de vote, elles se concentrent autour de 2-3 candidats, et ce n'est qu'à partir de février-mars que des petits candidats deviennent de gros candidats. Donc on pourrait imaginer de voir Mélenchon ou Bayrou progresser plus qu'ils ne le font actuellement. Alors même s'il demeure impopulaire, Nicolas Sarkozy progresse. Est-ce que vous parlez, vous, d'un redressement de sa cote, puisqu'il a 6 points de plus? Tout à fait. C'est un frémissement, un redressement? On va voir si ça va durer ou pas. En fait, ce qui se passe, c'est que la crise, justement, il y a deux formes de crise. Soit la crise est une crise, je dirais, routinière, quotidienne, où on a l'impression que la France s'embourbe et ça n'en finit pas, mais il n'y a pas d'événement exceptionnel. Et à ce moment-là, c'est terrible pour Nicolas Sarkozy, puisque la crise prouve son incapacité à obtenir des résultats. Et puis il y a une autre forme de crise, c'est quand la crise devient là tout d'un coup exceptionnelle, extraordinaire pour le coup, lorsqu'il y a un événement brutal qui survient, où là à ce moment-là les Français ne sont plus mécontents, ils sont effrayés. Et quand ils sont effrayés, Nicolas Sarkozy les rassure plus que François Hollande, dans la mesure où quand la crise devient vraiment terrible, les qualités qu'ils attendent d'abord du président, c'est l'autorité, c'est l'expérience, c'est prendre des décisions rapidement. Et sur ces trois qualités, Nicolas Sarkozy est plus souvent crédité de ces qualités par les Français que François Hollande. Donc soit la crise de nouveau retombe et s'embourbe, et de nouveau ça va être mauvais pour Nicolas Sarkozy, ça va profiter à François Hollande, soit de nouveau dans les mois qui viennent, va de nouveau y avoir des événements terribles, je ne sais pas, la chute de l'Italie ou je ne sais quel événement, et à ce moment-là ça pourrait profiter à Nicolas Sarkozy. Mais on ne souhaite pas évidemment les catastrophes de manière générale. Je note que Jean-Louis, BVA et la plupart d'ailleurs des études et des sondages révèlent que depuis 2008, la cote présidentielle a progressé à chaque fois, et je cite, dans les moments d'angoisse et de crise aiguë. Est-ce que ceux qui hésitent cherchent refuge auprès des dirigeants actuels, ceux qui ont l'expérience, à défaut peut-être des solutions, on ne sait pas? Il ne semble pas, parce que quand on regarde la cote de popularité du Britannique, ou le code de popularité d'Angela Merkel, on n'est pas du tout dans cette situation. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut bien voir qu'on compare souvent les codes de popularité des dirigeants, mais ils ne sont pas dans la même situation économique. La France, pour l'instant, même si c'est difficile, notamment à cause du chômage, n'a pas véritablement souffert profondément de la crise, comme les Grecs, voire comme les Espagnols, comme les Portugais et comme les Britanniques. Donc la réalité, c'est qu'il y a des difficultés incontestables, hausse de la fiscalité, hausse du chômage, difficultés diverses. Mais pour l'instant, la souffrance ne fait pas partie du quotidien des Français, contrairement à ce qui se passe par exemple au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, l'explosion du chômage est absolument extraordinaire. Vous aviez avant la crise, au moment où
M. Sarkozy parle à Toulon, il va revenir demain, vous aviez un peu plus de 5% de taux de chômage, maintenant vous êtes à pratiquement 9%. On précise aujourd'hui, Jean-Louis, qu'il y a une grève générale très très importante dans tout le pays, des fonctionnaires qui protestent contre les mesures d'austérité du gouvernement. Voilà, et d'une réaction très très forte. Oui. En Espagne, le chômage a pratiquement triplé. Donc vous avez des baisses de revenus très fortes en Grèce. Donc comparer les popularités dans des contrastes économiques tels, ça me paraît très difficile. Donc, M. Sarkozy arrive quand même. Alors, le problème est de savoir ce qui va se passer dans les prochains mois, parce qu'il y a une grande interrogation sur la conjoncture des prochains mois. Mais il arrive sur une conjoncture, disant, écoutez, moi, je me suis pas plus mal débrouillé, et peut-être même mieux que les autres, en réalité. Et donc, les gens comparent, ils font du benchmarking. Mais je ne sais pas si les gens comparent, en fait. C'est ça le problème. C'est qu'eux, ils voient par rapport à leur situation avant. Ils ont l'impression que ça va de plus en plus mal, et que ça va plus mal aujourd'hui qu'avant, et que Nicolas Sarkozy, qui a été élu pour obtenir des résultats, trouver des solutions, n'en a pas obtenu. Donc c'est pour ça qu'il est impopulaire structurellement. Ensuite, effectivement, il peut toujours rebondir, et il rebondit effectivement à chaque fois que la crise, là, pour le coup, devient extrêmement grave. On l'avait vu en 2008, on l'a vu au printemps, on le revoit là, où là, du coup, effectivement, les Français, face à une situation terrible, trouvent plus rassurant un homme d'expérience plutôt qu'un nouveau. Mais il y en a d'autres qui ont peut-être l'expérience ministérielle ou autre, ou de direction d'un parti. Mais est-ce que c'est Nicolas Sarkozy qui concentre, selon vous, cette image de profil d'un combattant, de père protecteur? C'est lui qui a le monopole, entre guillemets, de cette image-là? Aujourd'hui, il l'a un peu plus que les autres. Ça ne veut pas dire que François Hollande a une mauvaise image, entendons-nous bien. François Hollande a une très bonne image, Nicolas Sarkozy a une mauvaise image, mais l'image de Nicolas Sarkozy est moins mauvaise, je dirais, sur ce terrain-là, du fait de son expérience. Le problème de François Hollande, c'est qu'on n'a pas l'impression que dans son discours, il intègre le phénomène de crise. C'est ça son problème, parce que quand vous regardez... Ah, il a intégré ce soir. Et justement, je crois qu'on a assisté, qu'on a assisté aujourd'hui à quelque chose d'important, notamment où il a fait des critiques sur l'Europe et des critiques sur l'alliance avec l'accord que recherche Sarkozy avec l'Allemagne. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que là, c'est un point de clivage important qu'il a soulevé aujourd'hui, on vient de l'entendre, et il n'y avait pas que M. Hollande, mais Moscovici aussi est intervenu sur ce point. Et là, c'est quelque chose de très important. C'est la première fois, je trouve, que Hollande attaque sur quelque chose de fondamental, mais ça ne va pas être si simple pour lui, parce que là, il est dans la stratégie européenne à laquelle il a toujours participé quand même. Oui, Éric Bonnet, est-ce que ce sera aussi un choc de proposition, bien sûr, on l'espère, entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, mais aussi un choc d'image, justement, puisqu'on parle de cette image de protecteur, peut-être de père de la nation? Alors, l'image compte, mais je pense que le fond est le plus important. Justement, ce que les gens attendent de François Hollande, c'est justement d'avoir des positions claires, une vision. Il a été assez flou lorsqu'il y a eu le référendum grec, on n'a pas bien compris s'il était pour, s'il était contre, il a réagi un petit peu avec retard, alors qu'au contraire, lorsqu'il y a un événement comme ça, ils veulent des décisions rapides et claires. Donc c'est justement ce que François Hollande essaie de faire ce soir à Bruxelles, où là, il essaie de montrer une vision différente de Nicolas Sarkozy, mais claire pour montrer aux Français qu'il a des idées, qu'il sait où il va. Alors, le problème pour François Hollande, je peux le dire, c'est qu'il a des difficultés à appuyer sur la crise, parce que en disant trop la crise, il dédouane quelque part Sarkozy sur les difficultés. C'est-à-dire que s'il dit il y a une crise terrible, ce qui est une réalité de mon point de vue, quelque part... en partie le bilan de Nicolas Sarkozy. Voilà, donc c'est compliqué de dire oui, c'est la faute de M. Sarkozy si vous êtes dans cette situation-là, alors que tout le monde voit bien qu'il y a quand même une crise. Je ne veux pas dire que M. Sarkozy n'a pas de responsabilité. On remarque en ce moment qu'elle est partout, en livre, en film, à la télévision. Elle, c'est la dame de fer, Margaret Thatcher. Est-ce que c'est ce genre de profil au bilan, pourtant très contrasté, qu'on recherche en cette période? Jean-Louis, vous avez vu, elle est partout. Elle est partout. Oui, There is no alternative, comme elle avait dit. Donc ça, je ne sais pas si c'est le mot d'ordre que les gens veulent entendre aujourd'hui, mais je ne l'ai pas vu qu'elle était partout. Il y a des héritiers de Margaret Thatcher? Non. Il y a un film en préparation, vous le verrez, parce que j'ai vu quelques extraits avec Meryl Streep, qui incarne le rôle de Margaret Thatcher de manière sublime. Mais est-ce que c'est le retour de ces idées, de ces propositions peut-être? Personne ne développe aujourd'hui une théorie ultra-libérale, comme l'a fait dans les années, fin des années 70, début des années 80, comme l'a fait Margaret Thatcher. Tout le monde est plutôt tendance à croire
que l'une des raisons pour lesquelles on est quand même en difficulté... Mais elle avait appuyé sur l'austérité, tenir la dette aussi. Il y avait ça dans son bilan. Non, vous n'êtes pas d'accord? Dans sa politique, c'est quand même la privatisation massive, les libéralisations bancaires, enfin, voilà, c'est essentiellement ça. Une demande de justice aujourd'hui très forte que n'incarnait pas véritablement Margaret Thatcher. Mais c'est vrai, la rigueur dont parle Sonia, c'est exact. C'est-à-dire qu'effectivement, la résistance qu'elle a opposée sur la grève des mineurs, par exemple, et qui a été quelque chose d'important dans son parcours politique, c'est une dame de fer, mais qui peut-être n'engageait pas le fer sur tout ce qui était présent à l'époque. Pour finir, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que dans les autres pays européens, enfin la plupart des pays européens, comme en Italie pour Monti ou en Grèce pour Papademos, il n'y a plus d'état de grâce. Quand ils arrivent, ils sont tout de suite confrontés au principe de réalité pour faire leurs preuves. Sinon, Jean-Louis. Effectivement, on le voit chez Monti. Papademos, je n'ai pas très bien suivi, mais on voit chez Monti que déjà, et les marchés ne leur donnent pas le temps. Quand vous pensez qu'ils lui ont donné pratiquement à peine un quart de point de baisse de taux d'intérêt le lendemain où il est arrivé, et le surlendemain, il était déjà au-dessus du niveau qu'avait M. Berlusconi, les marchés sont tellement pressés qu'ils ne donnent pas de temps. Et les gens disent, alors, t'as rien fait depuis 48 heures. Enfin, oui, c'est quand même un peu compliqué. Et c'est vrai qu'il y a une demande de solutions urgentes que les politiques ne peuvent pas apporter. Pour conclure, Éric Bonnet. Il n'y a pas eu de campagne électorale, par exemple, en Italie aussi. Alors, la campagne électorale suscite l'espoir, l'espérance, et permet l'état de grâce aussi juste après l'élection. Donc on peut imaginer qu'en France, le nouveau président pourra profiter au moins quelques semaines d'un état de grâce. Ça dépendra ensuite. Nous le verrons et nous le commenterons ensemble, quel que soit le président. Merci beaucoup, messieurs. Merci Jean-Louis. Merci Éric Bonnet pour cette analyse. La suite du 22h avec un autre sujet à présent, celui de l'immigration qui, et ce n'est pas une surprise, s'invite dans la campagne après les propos du ministre de l'Intérieur sur la réduction de l'immigration légale. L'UMP s'empare du thème, mais tout le monde à droite n'est pas d'accord sur les propositions et sur le discours du parti majoritaire, Paul Bouffard. Trop d'étrangers en situation régulière. Quelques mots du ministre de l'Intérieur qui divise le cœur de l'UMP. Claude Guéant annonce une réduction de l'immigration légale. Le débat est ouvert. De son côté, Jean-Pierre Raffarin se cabre. L'ancien Premier ministre ne veut pas mélanger tous les immigrés. Pour ses proches, il ne faut surtout pas stigmatiser les étrangers. Bien évidemment que l'immigré en règle est l'ami de la France, et je me souviens même d'un ancien ministre et ancien médiateur qui disait que l'immigration était une chance pour la France. À gauche, ces annonces ont la forme de manœuvres électoralistes. François Rebsamen, responsable des questions de sécurité dans l'équipe de François Hollande, dénonce une chasse sur les terres du Front National menée par l'agent électoral Guéant. Monsieur Guéant se comporte comme un rabatteur de voix pour Nicolas Sarkozy. La France est dans le monde. Dans le monde, il y a des échanges, il y a du respect à avoir vis-à-vis des étrangers. Cette stigmatisation globale de tout étranger fait presque penser certaines fois à des propos des années 1930. Droite populaire, droite humaniste, une ligne de fracture divise le parti. Aujourd'hui, vous avez effectivement une ligne politique de l'UMP qui est celle de la droite populaire, une autre ligne qui est une ligne de droite humaniste avec Jean-Pierre Raffarin, avec Dominique Perpen, qui sont de plus en plus difficiles à concilier, ces deux lignes. À 6 mois de la présidentielle, l'élastique idéologique de l'UMP est à sa plus forte tension. Une tension qui pourrait bien conduire à l'implosion en cas de défaite de Nicolas Sarkozy. Et les critiques se concentrent sur Claude Guéant, agent électoral, rabatteur de voix, l'homme des basses œuvres ou encore le ministre du Front National, comme l'a dit ce soir Arnaud Montebourg. C'est un feu nourri de la gauche sur le ministre de l'Intérieur. Mais sur le fond, immigration, délinquance, que proposent réellement droite et gauche? Débat entre deux spécialistes ce soir. Jean-Jacques Urvoas, bonsoir. Bienvenue à vous en charge de ces questions PS. Et le maire UMP de Montfermeil, Xavier Lemoine. Bonsoir. Est-ce que vous avez reconnu, monsieur Lemoine, votre ministre de l'Intérieur au travers de ces qualificatifs? Non, pas du tout. Moi, la première fois que j'ai fait connaissance avec M. Claude Guéant, c'était en 2005, au moment des émeutes, et on a passé quelques nuits ensemble. En tout bien, tout honneur, je vous rassure tout de suite. Et je n'ai cessé depuis 2005 de le revoir régulièrement pour lui dire... Il a évolué depuis, d'ailleurs? Dans son discours, dans son mode de pensée. Il était dans l'ombre, maintenant il est ministre et il assume publiquement un certain nombre de responsabilités. Mais lorsqu'il était dans un rôle de conseiller, il avait les mêmes convictions et le même souci de prendre en compte la réalité de ce que vivent un certain nombre de villes ou de départements, qui n'est pas le lot commun de la Creuse ou d'un autre département éminemment respectable. Et je crois que c'est lui faire un mauvais procès que de vouloir être à la hauteur de ce que certaines parties de notre territoire vivent comme difficulté. Alors on va parler de ces difficultés d'abord sur la forme. Jean-Jacques Urvoas, est-ce que vous employez aussi ces termes pour qualifier M. Guéant? Est-ce que peut-être aussi vous êtes d'accord avec la une de Libé, souvenez-vous il y a quelques jours, qui avait dit Guéant la voix de Le Pen?
Je crois que ça doit faire plaisir aux deux. Ça doit faire plaisir au Front National qui ait le sentiment que le ministre reprend ses idées parce qu'ils disent qu'on finira toujours par privilégier l'original à la copie. Et je ne suis pas sûr que le ministre déteste cette image-là parce que je crois qu'il est justement là pour faire en sorte que ceux qui sont tentés par Marine Le Pen puissent finir par voter par Nicolas Sarkozy. Donc je crois que ce n'est pas un rendre service ni à l'un ni l'autre que de le faire. Pour moi, Claude Guéant, c'est d'abord le ministre de l'échec. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est prétendument au fait de ces questions, mais qui n'a aucune connaissance du monde réel, qui vit depuis des années dans les palais de la République, qui n'a jamais rencontré un électeur que par les notes de ses collaborateurs, et qui est en fait le ministre de l'immobilisme, qui supprime des postes de policiers et gendarmes, et qui continue à faire des moulinets avec un sabre en bois sans aucun résultat. Ce n'est pas Clémenceau qui veut. Le constat est... Je vous laisse la responsabilité de vos propos, mais... Vous avez dit tout à l'heure qu'il était dans l'ombre. Est-ce que le fait d'être passé comme ça dans l'ombre à la lumière, est-ce qu'il y a eu un passage sur le terrain qu'il n'a pas effectué ou il se rattrape peut-être Très honnêtement, le terrain, en ce qui concerne le problème de l'immigration et des banlieues, il a été très régulièrement au courant de cela et il est venu me voir un certain nombre de fois. Donc n'ayez crainte sur sa connaissance du terrain. Vous avez entendu dans le reportage qu'on vient de passer Jean-Pierre Raffarin, le courant humaniste de la droite, qui corrige. C'est lui qui le dit, qui corrige Claude Guéant sur l'immigration, en précisant qu'il ne faut pas faire des immigrés des adversaires. Vous êtes d'accord sur cela? Je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas faire des émigrés des adversaires. Mais entre la droite populaire et la droite humaniste, eh bien moi je suis de la droite populaire au regard des enjeux que j'ai affrontés dans ma ville de Montfermeil, et je suis de la droite humaniste dans la manière dont j'essaye de les régler. À marcher sur ces deux jambes-là, c'est pas antagoniste. C'est pas antagoniste. Quand vous avez des situations extrêmement dures, à un moment donné, on n'est plus au pays de bisounours et il faut des mesures qui soient efficaces. Mais la manière dont vous les appliquez, vous pouvez parfaitement être humain. Je suis réputé pour avoir effectivement des prises de position et des actions, je dirais, assez tranchées, mais personne, je crois, peut me dire vous l'avez fait de manière brutale. Et donc je réconcilie droite populaire, droite humaniste. Et que ceux qui ont des vrais problèmes, qui n'ont pas beaucoup de problèmes plutôt, arrêtent d'essayer de donner des leçons à ceux qui se débattent au quotidien sur des situations qu'ils ne connaissent pas. Et c'est pour ça que je veux réconcilier les deux et non pas les opposer. C'est vous qui ne connaissez pas les situations, si j'ai bien compris, monsieur. Non, c'est un débat interne à la droite entre ceux qui voudraient diviser droite. C'est monsieur Raffarin? Éventuellement. Lui aussi, il est coincé dans les palais de la République, peut-être. Il est coincé, mais qui viennent chez nous. Non, monsieur Hervois, je le connais assez peu, mais même si je ne partage pas ses propos concernant monsieur Claude Guéant, j'attends de fait tout un livre juger sur pièce. Sur la sécurité, voilà. Jean-Jacques Urvoas, plus généralement, sur la sécurité, est-ce que les idées présentées par monsieur Rebsamen, qui est le monsieur sécurité de François Hollande, il y a différentes idées, est-ce qu'elles vous semblent suffisantes, justement, dans un pays qui n'est plus celui des bisounours, comme le rappelle Xavier Lemoyne? D'abord, j'ai le sentiment que la gauche, depuis qu'elle est dans l'opposition, s'est attachée à faire que les réponses que nous aurons à proposer à partir du mois de janvier soient à la hauteur des défis. Parce que malheureusement, la situation ne s'est pas améliorée. Si la droite d'ailleurs était fière de son bilan, elle ne nous promettrait pas de nouvelles lois. C'est donc qu'elle est consciente du fait qu'il y a probablement un échec. Et donc comme il y a un échec, il y a une responsabilité. François Hollande en a pris la mesure. Les propositions qu'on sont préparées ne sont pas nées dans quelques cerveaux réunis place de Solferino. Nous avons réuni évidemment ceux qui sont les premiers experts, les maires. Évidemment, Solferino écoute les maires que vous êtes de terrain. J'ai suivi une discussion avec mes collègues pour savoir combien ils pestaient sur les plans sur la comète de Solferino, et heureusement que vous avez des maires de terrain, que je connais bien pareil. Vous êtes d'accord? Attendez, on est obligé de se foutre sur la gueule forcément. C'est vrai que depuis 5 ans, nous avons réuni les maires, les élus. On a fait d'ailleurs un forum à Créteil il y a maintenant 1 an pour voir ce que sont les propositions des experts du parti, c'est-à-dire justement les élus, parce qu'ils ont 2 qualités. Les élus, ils n'hésitent pas à innover parce qu'ils sont confrontés à une réalité auquel il faut bien apporter une réponse. Et puis surtout, ils sont souvent réélus, ce qui montre donc que les propositions qu'ils ont proposées ont l'assentiment de leurs concitoyens. Donc ce qui peut marcher quelque part peut peut-être être exporté, encore que... Juste un petit mot, pour dire que nous romprons avec cette vision nationale de la police. Les problèmes ne sont pas les mêmes partout. Il faut donc assumer de faire des priorités. Il y a un certain nombre de villes, de quartiers, dans lesquels nous mettrons des zones de sécurité prioritaires. Des succès dans certaines villes de droite. Je l'espère pour les concitoyens. Je ne le revendique absolument pas. Nous avons beaucoup d'humilité sur ces questions. Ça marche. Sur toutes ces propositions annoncées par le Parti socialiste et par François Hollande, quelle est celle qui est la plus importante, la plus significative selon vous, sur la délinquance? À mes yeux, justement, revendiquer ce que nous appelons la gouvernance locale de la sécurité. Parce que les problèmes de 2007. Oui, mais les pouvoirs ne sont pas encore donnés. Moi, je pense que... locale, ça ne dit pas grand-chose à tout le monde. Justement, je pense qu'il faut bâtir un triangle, le maire, le procureur, le chef de police. Oui, mais pas égalité de droits et de devoirs. Non, parce que le maire... Ça, c'est la proposition choc du
Parti Oui, socialiste. parce que ça veut dire que nous ne déploierons pas nos organisations de la même manière sur tout le territoire, parce que les problèmes ne sont pas identiques. Mais c'est avec ça que vous luttez, excusez-moi, je vous passe la parole tout de suite, que vous luttez contre les braqueurs à la Kalachnikov. Je présente ça de manière caricaturale, mais c'est le cas. Mais dans votre question, il y a la réponse. Justement, il ne faut pas en faire une caricature. Vous m'avez demandé une proposition, mais justement, la gauche n'a pas une proposition parce que nous ne voulons pas simplifier ce problème. Il y a une conjugaison parce que, figurez-vous que moi, je préférais m'intéresser aussi un peu à la prévention parce que je ne voudrais pas qu'il y ait la première infraction et donc pas les premières victimes. Mais quand il y a infraction, alors il faut dissuasion, il faut sanction et réparation. Donc c'est évidemment plus complexe que Nicolas Sarkozy nous le fait croire. C'est un discours novateur sur la sécurité, vous entendez ? Non, parce que la loi de 2007 a déjà mis le maire au cœur de dispositifs de sécurité, en lien avec le procureur et avec le commissaire de police, et que le maire de Marseille il est un peu débordé en ce moment. Les élus qui ont voulu mettre en place les cellules de veille, appelez ça comme vous voulez, arrivent à voir tous les mois dans leur bureau le procureur, le chef de police, l'éducation nationale, les transporteurs, les bailleurs, et on fait un très bon travail. Si le chef de police il veut pas venir vous voir, il n'est pas obligé de le faire. C'est pas vrai. Ah bah si. Enfin, je ne sais pas ce que vous lui avez dit pour qu'il vienne pas, mais je peux. Non, mais d'accord. Mais très honnêtement, les choses marchent et les incitations du gouvernement actuel à y aller. Les choses, mais je pense pas. Donc là-dessus, on peut encore améliorer parce que le parquet est présent. Il serait bien qu'on puisse avoir des juges du siège, notamment pour la justice des mineurs. Là où il y a une difficulté, c'est la réponse que l'on a, la réponse, pas tellement policière, mais la réponse pénale vis-à-vis des mineurs pour éviter la récidive, etc. Là, il y a une vraie réflexion de fond à mener. Alors, c'est pas réformer l'ordonnance de 45 pour la réformer, mais là, on est un peu en décalage et en souffrance. Et puis, on est sur des créneaux d'âge qui se rajeunissent de plus en plus et sur lesquels on est très dépourvu. Mais vous êtes d'accord avec les propositions de votre parti ? Code pénal, oui ou non, spécialisé ? Moi, je vais vous dire, je préfère d'abord faire et dire après, exposer sereinement et tranquillement les choses, parce qu'effectivement... Il n'y a pas grand monde qui est d'accord avec M. Copé. Si J'en sais rien. Moi, je suis maire de Montfermeil, j'ai la responsabilité de ma ville et j'essaie de faire avancer les affaires. Je travaille très bien avec mon collègue Claude Dillin, qui est d'une autre sensibilité politique. Et ce qui m'importe, c'est de détecter, et quand je vois des anomalies, je ne me prive pas de le dire à qui de droit. Si elles sont corrigées, tant mieux. Si elles ne sont pas corrigées, je le regrette. Mais je préfère privilégier sur la question de sécurité l'analyse tranquille des améliorations apportées, plutôt que de se lancer des trucs... Donc le code pénal, excusez-moi d'y revenir, spécial pour les mineurs, n'est pas une priorité pour vous aujourd'hui? On est sur une difficulté très grande sur les mineurs, la délinquance se rajeunit, la récidive augmente. Bon, on a un outil qui n'est pas très bien taillé actuellement, et donc il faut réfléchir. Alors, mais cette proposition, alors dites-moi. Qu'est-ce qu'il y a dans le code pénal? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un code pénal? Un code pénal, c'est épais comme ça. Alors, donc, tant que j'ai pas vu ce qu'il y a dans les pages du code pénal nouveau qu'on va me faire, je ne prononce pas. Il y a un problème sur les mineurs, oui, je voudrais qu'on le traite, effectivement. Et je voudrais même que l'on regarde du côté du collège unique ce qui se passe, parce que là aussi le collège unique est source de délinquance. Je voudrais qu'on regarde également du côté de l'apprentissage à partir de l'âge de 14 ans, parce que c'est entre 14 et 16 qu'on perd les jeunes, et quand on arrive à 16 ans, c'est trop tard, ils ont pris de mauvaises habitudes et on a du mal à les sortir. Donc il y a des réflexions très en amont et qui sont bien... Vous remontez tout cela, votre parti, à la tête de votre parti? Je ne cesse. Pourquoi il ne vous écoute pas? J'en sais rien, je ne suis qu'un petit maire de banlieue. Ah ben pourtant, très au fait de tout Jean-Jacques Urvoas. Est-ce que vous dites aujourd'hui que la gauche n'a plus de complexe sur ce sujet? Oui. Oui, je n'ai pas besoin de faire des phrases, il n'y a qu'une seule réponse, oui. Nous n'avons plus de complexe, nous en avons fait une priorité et une préoccupation. Mais ce qui compte, c'est l'avenir, c'est la façon dont nous allons demain être confrontés aux réalités. Et puis, sur le sujet que vous évoquiez, à mes yeux, le problème sur les mineurs, c'est le fondateur du droit pénal moderne, Cesare Beccaria, disait au XVIIIe siècle, ce qui est le frein au crime, ce n'est pas la sévérité de la peine, c'est la certitude d'être puni. Eh bien aujourd'hui, les mineurs, une mesure d'assistance éducative, ça peut attendre entre 3 et 5 mois avant d'être en application, et une peine prononcée, ça peut attendre 10 mois. Où est la dimension pédagogique de quelque chose que l'on attend pendant 10 mois? Donc le vrai problème, à mes yeux, c'est que souvent on dit que la gauche pose ces questions-là, mais parce que c'est ce que l'on nous dit, c'est un problème de moyens pour la justice. C'est aussi un problème de moyens? Ça reste toujours un problème de moyens? Il y a un malaise du côté de la justice, c'est évident. C'est évident. Est-ce que ces nouvelles propositions, qu'elles soient de droite à l'UMP ou qu'elles soient de gauche du côté de PS, est-ce qu'elles vont dessiner une nouvelle société? Pas seulement un nouveau code pénal, pas seulement de nouvelles lois. Est-ce qu'elles peuvent dessiner une nouvelle société qui sera mieux armée, entre guillemets, pour lutter contre ces nouvelles formes de délinquance? Que vous le vouliez ou non, on est en train de changer de monde, en ce moment. Qu'est-ce qui se passe dans votre territoire? Plein de choses. Dites-nous, racontez-nous. On a en même temps, je dirais, des efforts considérables que l'Agence nationale de renouvellement urbain a fait, 600 millions d'euros sur un territoire Clichy-sous-Bois-Montfermeil, avec des transformations urbaines, transformations humaines également. Et puis on a aussi des replis identitaires très forts. Et donc on a des forces centrifuges très fortes qui s'affrontent. Donc tout le paysage est en train d'être remodelé. La crise, très honnêtement, je pense qu'on en est qu'au début. Donc là aussi, il va falloir reprendre de fond en comble les réflexions, la manière de vivre ensemble, etc. Et
donc voilà, il y a un monde qui s'en va, il y a un monde qui émerge, et le débat, aussi passionné soit-il et prolifique qu'il soit, est là justement pour essayer d'anticiper, gouverner, c'est prévoir. Je crois qu'on est dans notre rôle. De la crise, etc. Les fois dernières, quand vous êtes venu sur ce plateau, je vous reçois toujours avec plaisir, vous me parliez aussi beaucoup d'immigration. Est-ce que vous faites un lien, même vous, même étroit, entre immigration et délinquance? Très honnêtement, si vous regardez les chiffres et la réalité, elle saute aux yeux. C'est-à-dire? C'est un constat. Et je ne fais pas de jugement. Ce que je veux dire, oui, il y a un lien entre immigration et délinquance. Est-ce que l'immigré, par définition, est délinquant? Je dis non. Y a-t-il une surreprésentation d'étrangers dans la délinquance? Dans nos quartiers, en tout cas, je dis oui. Voilà, il y a un constat, il n'y a pas de jugement. À partir de là, il y a à travailler. Mais c'est sûr que continuer à accueillir 250 000 nouvelles personnes tous les ans, alors que le pays est en crise économique au minimum, je pense qu'il y a un ajustement à faire entre nos capacités d'accueil, à intégrer raisonnablement ces personnes, et le fait de continuer à en recevoir 250 000. Je crois que c'est normal. C'est clair, le lien est établi, Jean-Jacques, par Monsieur Lemoine. Jean-Jacques Urvoas, votre réponse et votre conclusion. C'est de chercher à garantir le droit à la tranquillité pour nos concitoyens. Vous savez, les personnes qui sont cambriolées, qu'elles soient cambriolées par Pierre ou Paul, ça leur est à peu près égal. C'est vrai que vous allez vous mettre debout là, avec ce qui vient d'être dit. Normalement, faire un lien, ça crée toujours beaucoup à gauche, en tous les cas, des cris. Vous nous posez des questions qui ont une vocation d'explication de nos idées. Eh bien, moi, mes idées, c'est de combattre les délinquances. 13% aujourd'hui, simplement, des cambriolages sont élucidés. 4% des vols à la tire. Donc, je ne sais pas qui sont les coupables. Donc, ce que je cherche, vous ne faites pas le même lien. Je ne fais évidemment pas le lien automatique, tout simplement parce que je n'en ai pas les moyens statistiques, puisqu'à ma connaissance, il n'existe pas. Et quand le préfet de police de Paris nous sort des pourcentages sur je ne sais quelle population, je demande à ce qu'il nous donne d'où viennent les chiffres, ce qu'il ne fait jamais. Merci, messieurs. La campagne est lancée. Merci d'être venus, nous avoir raconté ce qui se passe aussi chez vous. C'est important, les territoires pour Public Sénat. Merci, Jean-Jacques Urvoas, et je vous dis à très bientôt. La suite du 22h avec tout autre sujet. C'est la version des faits de Dominique Strauss-Kahn. L'ex-patron du FMI s'explique notamment sur sa vie intime dans un livre à paraître demain de Michel Taubman. Dex-K assure ainsi avoir une relation, je cite, consentie mais stupide avec Nafissatou Diallo. Ce dernier admet par ailleurs avoir participé à des soirées libertines et soutient qu'un tel comportement n'a rien de rare dans la politique ou les affaires. La suite du 22h tout de suite, c'est le tour de l'info de Cécile Sixou. La mise à l'écart aura été de courte durée pour les candidats dissidents de l'UMP aux élections sénatoriales. Ils vont être prochainement réintégrés par Jean-François Copé au sein du parti majoritaire. Dans la liste des concernés, le nouveau sénateur de Paris, Pierre Charon, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, qui directement élu s'était inscrit au groupe UMP du Sénat. Finalement, le gouvernement a décidé de suivre l'avis de Bruxelles. TF1, Canal+ et M6 vont devoir renoncer à leur chaîne bonus. Frédéric Mitterrand a présenté ce matin un projet de loi pour abroger les chaînes compensatoires. Des canaux supplémentaires accordés aux chaînes historiques de la télévision française, dont l'objectif était de compenser le passage de l'analogique au numérique. Un projet contraire aux droits européens, selon Bruxelles. Paris, Berlin, Londres, le ton monte entre les capitales occidentales et Téhéran. Suite aux attaques de son ambassade hier en Iran, la Grande-Bretagne a ordonné la fermeture de ses locaux diplomatiques